des TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny et je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine demi-heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va s'entretenir avec Marc N15, le directeur général des éditions David. Et tenez-vous bien, il a une grosse nouvelle à nous annoncer. Je vais aussi m'entretenir avec Jennifer Gagel, qui est une mère d'enfants autistes. Vous savez que le mois d'avril est le mois de l'autisme. On a envie de discuter avec elle de son expérience personnelle en tant que parent d'enfants autistes. Et tout de suite pour commencer, j'ai quelques informations à partager avec vous. On est en pleine troisième pandémie. J'aimerais juste vous mentionner que il y a l'Alliance française qui fait des activités virtuelles. Parmi ces activités-là, il y a le speed dating, pardon, qui est organisé un peu à l'international. Donc, si vous êtes intéressé par ça, www.af.ca, c'est le site web à visiter. J'ai ma première invitée qui est avec moi en ce moment, Badjelika Touré, des petits délices. En fait, on fait une chronique achetons local, comme vous le savez, à chaque mercredi. Et Badjelika a sa petite entreprise intitulée, appelée Les Petits Délices. Et je veux te demander déjà pour commencer, comment tu as eu l'idée de faire cette petite entreprise-là? Tu es assez jeune quand même. Oui, alors nous sommes trois à avoir eu l'idée. Donc nous avons eu cette idée, on était juste posés, on était juste assis dans le salon et on s'est dit qu'il y a beaucoup de jeunes quand même qui ont la nostalgie du pays. Il y a des jeunes qui ne savent pas Oui. préparer. Il y a souvent aussi, comme on est étudiant, moi je suis étudiante par exemple en génie informatique, on n'a pas souvent le temps de cuisiner. Or, on veut vraiment manger des plats de chez nous. Donc, on s'est dit, C'est ah, vrai. ça serait vraiment bien, ça serait vraiment bien d'aider ces jeunes-là en proposant des plats de chez nous, en fait. C'est comme ça que l'idée Les Petits Ok. Délices est venue. Alors, les plats de chez vous, quand tu dis chez nous, c'est de quelle origine? Alors, je dirais que c'est des plats typiquement maliens. Ça a commencé avec les plats vraiment maliens, mais on voulait aussi toucher d'autres nationalités. Donc, Effectivement. on a beaucoup de plats, on a beaucoup de variétés de plats maintenant, mais on voulait vraiment faire goûter les plats maliens à d'autres nationalités, que les gens découvrent notre culture et que, voilà, c'était ça. Votre, votre belle culture. Et puis là, on est en Oui. pleine période de Ramadan. Les musulmans sont en plein carême. Et tu as eu l'ingénieuse, je vais dire, ton équipe et toi, vous avez eu l'ingénieuse idée de créer l'instant Sunakari. Est-ce que tu peux me parler de Oui. ça? Alors, pour la petite anecdote, l'instant Sunakari, c'est une de nos amies qui nous a approchés et qui est venue avec le projet. Directement, ça nous a vraiment intéressés parce que le concept, c'est très simple. On est en mode carême, en mode ramadan, et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le temps. Comme je le dis, ils n'ont pas le temps vraiment de faire et les cours et cuisiner. Et donc, on s'est dit que ça pourrait vraiment la box, elle est composée de, voilà, des mets, voilà. On a une box complexe pour déguster en fait. C'est pas des paniers Ramadan, c'est vraiment des box Ramadan que vous pourrez déguster en toute simplicité. Tout est déjà préparé, vous n'avez besoin de rien faire. Et c'est ça le concept en fait. Et on a directement accroché. Et puis moi, si tu es à l'émission aujourd'hui, c'est parce que je peux témoigner que c'est super bon tes box. Je suis pas musulmane, mais écoute, j'ai profité de quelqu'un là qui a reçu sa box, puis j'ai pigé dedans. C'était super bon. Puis il faudrait mentionner aussi aux gens qui nous regardent que toutes les box sont pas pareilles à tous les jours. Oui, exactement. Vous pouvez personnaliser vos box. Les box, elles sont personnalisables à l'infini, comme vous voulez. Et comme vous l'avez précisé, on ne vise pas que les musulmans. C'est vrai que le ramadan, c'est fait pour les musulmans, mais vous pouvez offrir des box, en fait. C'est des petites attentions qui font plaisir à tout un chacun, pas que les musulmans. C'est bien vrai ça. Et puis on en vient de voir quelques photos là, mais est-ce que tu pourrais nous dire pêle-mêle, qu'est-ce que tu as l'habitude de mettre dans tes différentes boxes? Par exemple, aujourd'hui mercredi, c'est quoi qui est, c'est quoi?
Ok, donc chaque semaine, on fait un menu. Donc les box sont disponibles les mardis, euh, les, les jeudis et les dimanches. Donc chaque semaine, on fait un menu et en fonction de ce menu-là, il y a un plat qui sera dans les box. Par exemple, dans ce plat, il y avait de la tchéké, du poisson. Et dans les box, il y a toujours des Pour ceux qui boissons, une savent pas, boisson petite chaude. parenthèse, la tchéké, le poisson, là, c'est typiquement ivoirien, ça vient de chez moi et c'est de la semoule de manioc qui se mange avec du poisson. C'est très bon. Ok, je te laisse continuer. Exactement, je confirme, c'est très bon. Donc, alors, dans les box, il y a un plat, il y a toujours un plat un plat chaud. Ensuite, on va avoir des boissons chaudes, du kenkeliba. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui connaissent ce thé-là, mais Je c'est pense pas. vraiment un thé qui a beaucoup de vertus. Oui. Et du coup, il y aura du kenkeliba comme la boisson chaude. Il y aura, mais c'est personnalisable en fait. Si vous voulez du thé à la place du kenkeliba, c'est faisable. Il y aura ensuite de la bouillie, soit de la bouillie de mil, de la bouillie de maïs, de la bouillie de riz. On va ensuite passer à la boisson chaude, soit du bissap, du jus de gingembre. Voilà, et on aura de la charcuterie En tout cas, ou des parts de cake. C'est ça. c'est des beaux mélanges. Je- Merci beaucoup. Et puis, je te souhaite bonne chance pour ta petite entreprise. On va inviter les gens à t'écrire un petit Merci. courriel s'ils sont intéressés. Et puis, comme je te disais tantôt, bon Merci. succès. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Alors, pour vous autres à la maison, si vous êtes intéressés soit à avoir ces box ou même peut-être à l'offrir comme attention particulière à quelqu'un, ça sera au triple W, ben pas triple W, pardon, ça sera juste envoyer un courriel à badjelikatouré à commercial gmail.com. Je vous l'ai dit tantôt en début d'émission, c'est le mois de l'autisme et aujourd'hui j'ai la chance de parler avec une mère extraordinaire, Jennifer qui est avec moi, qui vient nous parler de son expérience en tant que mère d'une fille autiste. Ça, c'est quand même un défi pour chaque parent d'apprendre que son enfant sera autiste. Donc, je veux juste comprendre depuis la jeunesse comment ça s'est passé avec toi, Jennifer. Euh, oui, c'est ça. J'ai ma fille qui est autiste, alors elle s'appelle Émilie. Et Oui. puis, nous, on a eu le diagnostic très jeune. Alors, Émilie, elle avait seulement 23 mois lorsqu'on a eu le diagnostic de l'autisme pour elle. Alors, c'est très jeune. Et puis, c'est sûr qu'au début, tu te poses mille et une questions. Tu te dis, Mhm. est-ce qu'elle va pouvoir plus tard faire des études? Est-ce qu'elle va pouvoir être indépendante? Alors, c'est toutes des questions que les gens se posent et puis que je me suis posée aussi. Et puis, je suis sûre que, et puis là, je mettrai ma main à couper là, que dans la région, on a tellement de ressources pour les parents, pour les appuyer, que je suis sûre que vous vous êtes pas senti perdu en tant que parent quand la nouvelle est tombée. Au début, oui. Au début, tu te sens un peu, je pense qu'il y a juste trop de choses qui se passent, puis tu C'est essaies, vrai, tu veux ouais, vraiment, ouais. tu sais, tu veux vraiment tout faire, mais là, tu es comme, OK, par où je commence, tu sais? Puis, c'est certain que c'est un petit peu, tu sais, c'est un petit peu mélangeant et tout ça. Alors, mais on est vraiment chanceux dans la région parce qu'on a des organismes qui sont là pour aider. Euh, Moi, par exemple, je fais partie d'un organisme, je suis membre d'un CA de Autisme Prescott Russell. Alors ça, c'est un merveilleux, c'est un organisme pour la région ici, mais il y a aussi d'autres organismes comme Autisme Ontario. Il y a plein de choses de disponibles dans la région. Puis même moi, dans le temps, quand Emilia s'est fait diagnostiquer, peut-être un an ou deux après son diagnostic, j'ai commencé moi-même un organisme qui s'appelait Connecting Pieces. Alors, tu sais, dans ce temps-là, quand même, il y avait quelques petites choses là, que je pouvais aller chercher de l'aide pour Émilie. Et puis, c'était bien. Parce que, tu sais, au début, c'est tout ça, c'est tout bon, OK, qu'est-ce qu'on peut faire? Et puis, tu sais, C'est au vrai. tout début, Émilie était non-verbale, puis elle était non-verbale pour longtemps, jusqu'à temps qu'elle ait environ 7-8 ans qu'elle a commencé à parler. Et puis, ça aussi, ça a été difficile en tant que parent que ton enfant puisse pas te parler, puisse pas te dire. Nous, on a commencé avec un programme qui s'appelle des PECS, puis c'est un programme euh,
par laquelle les enfants ils vont communiquer, mais avec des images. Alors, on prépare des genres de petites cartes et puis les enfants donnent des cartes. Alors, ça aussi, tu sais, c'était quelque chose que j'ai appris et puis qu'on a mis en place pour Émilie. Donc, ce que je comprends dans une expérience pareille, c'est qu'il faut beaucoup de résilience. Parce qu'en fait, c'est un enfant comme tous les autres. C'est juste qu'il a besoin de beaucoup plus d'attention. Par exemple, pour le langage, il a fallu passer par les images avant d'arriver à ce qu'Émilie parle et tout. Donc, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de patience aussi. Résilience et Beaucoup patience, de je dirais. patience. Oui, résilience et patience parce que euh, c'était extrême le niveau de patience que j'ai dû avoir, non seulement au niveau, oui, au niveau d'y montrer à parler, mais il y a quelque chose que on peut pas prendre pour acquis. Rien n'est pris pour acquis. Par exemple, même des choses très, très simples, il fallait lui montrer. Puis même aujourd'hui, des fois, j'oublie à quel point que je dois lui montrer tous les étapes pour accomplir une tâche. Alors, elle est capable. Puis, Émilie, elle est très, très fonctionnelle maintenant. Puis, au tout début, on m'avait dit qu'elle était pour être non fonctionnelle. On m'avait dit qu'elle était pour avoir des grandes difficultés. Euh, et puis, elle nous a surpris. Elle est allée d'une petite fille avec des très grands besoins. Puis même, on m'avait dit que Émilie ne pourrait pas aller dans une école ordinaire, elle ne pourrait pas suivre des cours comme les autres enfants de son âge. Et puis aujourd'hui, elle est à l'école secondaire et puis elle a des notes exceptionnelles. Elle a une moyenne d'environ 87 90 dans la plupart de ses cours. C'est bien Et la puis ça, c'est une... belle. Oui, c'est super. Et puis, euh, c'est pas quelque chose à quoi je m'attendais. Parce qu'on me disait le contraire. On me disait, tu sais, elle sera non-verbale, elle ne pourra pas apprendre. Et puis, j'ai découvert sa façon d'apprendre. Alors, lorsque je lui donne une analyse de tâche, je lui dis exactement, tu vas faire telle étape. Ensuite, tu vas faire telle étape. Et ensuite, tu vas faire telle étape. Et ensuite, tu vas faire la dernière étape. Et lorsque je lui enseigne toutes les étapes, et je dois des fois décortiquer et lui enseigner une partie, une étape. Et puis, lorsque je lui enseigne toutes les étapes de façon vraiment là, comme en détail, de façon détaillée, ensuite, la tâche devient facile pour elle. Parce que là, elle a appris chaque étape et puis elle est indépendante. Alors aujourd'hui, elle est capable de, tu sais, elle a 15 ans, elle change ses propres draps de lit, elle fait le lavage, elle fait la vaisselle, elle Elle est prépare des bonne. plats, elle est très indépendante. Il y a deux choses que je retiens dans qu'est-ce que tu viens de dire, Jennifer. La première des choses, c'est que peu importe, j'ai vu ça beaucoup, peu importe le diagnostic qu'on peut porter, même sur nous ou même sur nos enfants, il faudrait pas s'arrêter là à dire, OK, c'est la fin. Parce que finalement, quand l'enfant, on parle dans le contexte de l'autisme, quand l'enfant, il est entouré d'amour, de compassion, de patience, je pense qu'il développe des affaires plus vite qu'on aurait imaginé. J'ai une cousine qui est trisomique et puis, ben, elle se comporte très bien, elle fait sa chambre et prend ses médicaments à ses heures et puis voilà, elle est correcte. Oui, exactement. Puis, tu sais, c'est de pas perdre non plus espoir, tu sais, de dire Ouais, juste ouais, à cause ouais. qu'on a reçu un tel diagnostic, ça veut pas dire que c'est la fin, exactement. Alors, des fois, il y a certains enfants qui vont se développer un petit peu plus tard, puis peut-être que Émilie n'est pas comme les autres filles de 15 ans à ce moment, mais elle fait aussi des choses que d'autres jeunes de 15 ans ne feront peut-être pas ou ne sont pas capables de faire. Tout récemment, Émilie, je lui enseigne comment aller au magasin. Puis là, c'est difficile en temps de pandémie et tout ça, mais elle apprend comment mettre son masque, entrer à l'épicerie, tout ça. Et puis, ça fait depuis qu'elle a l'âge de comme peut-être 4 ans ou 5 ans que je lui montre à aller au magasin. Maintenant, de façon indépendante, elle prend sa marche. Elle marche de la maison jusqu'à une petite épicerie qui est près de chez nous. Elle met son masque. Là, elle est tout seule, sans moi. Elle met son masque, elle entre dans l'épicerie, elle se choisit des produits, elle paye avec son argent et puis
elle sort et elle revient à la maison à pied. Alors, c'est quelque chose d'extraordinaire que pour moi, en tant que maman, Oui, oui. j'avais jamais pensé qu'Émilie aurait été capable d'accomplir une tâche comme celle-ci. Ce que je pense là, c'est que Émilie a une meilleure maman du monde là. Je pense que c'est ça qui l'a Ah, aidé, merci. les meilleurs parents. C'est ça qu'il faut. Si l'enfant est bien encadré là, c'est clair qu'il va développer des aptitudes qu'on pensait pas, comme je le disais tantôt. Et puis toi, en fait, Jennifer, tu t'arrêtes pas en fait seulement à ta fille. Tu t'es tellement impliquée là que là maintenant tu es membre du CA, comme tu l'as mentionné, de l'organisme Autisme Prescott Russell, parce que tu as envie d'apporter ton expérience, je suppose. Oui, ben c'est ça. Puis je veux m'impliquer. Alors, tu sais, on dit toujours, tu sais, si on veut qu'il y ait des services, il faut qu'il y ait des gens qui s'en occupent aussi. Alors moi, je voulais ce Exactement. service-là pour Émilie. Alors, je me suis impliquée à participer dans le CA. Puis on organise toutes sortes d'activités pour la communauté autiste ici dans la région. Et puis pour les francophones aussi, parce que souvent les activités sont pour les anglophones. Et puis avec ce regroupement ici, on peut avoir vraiment des belles activités pour nos jeunes autistes francophones. Alors ça, j'en suis très fière. Et puis j'aime ça pour Émilie. Puis j'aime ça pouvoir offrir ça aux gens de la communauté. Super. En 1 minute 30, là, s'il y avait des conseils ou des petites astuces, pardon, à partager avec des parents, ça serait quoi tes mots? La première chose à faire, c'est de joindre des groupes avec d'autres parents. Très vrai. D'autres Très, par- très vrai. c'est de joindre des groupes, que ça soit sur Facebook ou sur des médias sociaux, spécialement maintenant qu'on peut pas se rassembler en personne, de joindre des groupes avec d'autres personnes qui ont qui ont des enfants autistes comme toi. Et puis, ça, c'est la première étape parce que c'est ces gens-là qui vont pouvoir te donner des conseils et t'enligner, te dire, bon, regarde, tu devrais faire telle chose ou moi aussi, c'est arrivé avec mon enfant et voici qu'est-ce qu'on a fait. Alors, c'est le conseil que je donne aux gens. Trouve-toi un groupe de soutien. Merci beaucoup, Jennifer. On envoie plein, plein, plein de câlins à Émilie et à toi. Bonne journée. Merci, bye. Bye. Merveilleuse histoire et j'espère que vous avez pris vos notes. On va maintenant s'intéresser, on va dire, à qu'est-ce qui se passe aux éditions David. Il y a une grosse nouvelle qui vient de tomber dernièrement et pour en parler, Marc Henkens, directeur général. Et Marc vient nous annoncer en fait qu'il quitte la direction générale. Ben oui, c'est pas une nouvelle Bonne, très. bonne nouvelle pour toi, mauvaise nouvelle pour nous autres parce qu'on va plus te voir comme tous les jours à l'émission. Ouais, ouais, ben effectivement, ben c'est toujours dur de partir, tu sais, c'est toujours difficile, mais en même temps, parfois, c'est une décision qui est plus sage. Donc, Oui, ça fait 12 ans que j'étais aux éditions David. Je suis rentré aux c'est ça. éditions en 2009. Donc, en 12 ans, j'ai quand même accompli pas mal de choses, fait pas mal de livres. En fait, pour te donner un chiffre, j'ai calculé qu'on a publié à peu près 200 livres depuis que je suis arrivé aux éditions David. Donc, c'est le temps, à un moment donné, de passer la main, donc de laisser la place à quelqu'un d'autre qui va pouvoir sûrement mener la maison d'édition encore plus loin que j'ai pu le faire. Et puis là, comme tu l'as mentionné, ça fait 12 ans que tu es à la tête des éditions David. En 12 ans, il s'est passé beaucoup de choses. Mais si on parlait de toi d'abord, comme ton amour pour le monde de la littérature, je suis sûre que c'est ça qui t'a mené là parce que avant toi, il y avait un autre directeur qui t'a fait confiance. Oui, bien sûr. En fait, c'est quand même un peu un accident que je sois arrivé aux éditions David parce que j'ai toujours aimé les livres, j'ai toujours aimé écrire même, mais j'ai fait une carrière plutôt comme consultant dans le domaine culturel, artistique, et ça m'a amené à un moment donné à prendre la direction du regroupement des éditeurs canadiens-français, le RECF, euh, et donc c'était un regroupement qui réunit des éditeurs d'un peu partout au Canada francophone, et le président du conseil d'administration était nul autre que Yvon Mallette. Et on a fait vraiment un très bon tandem tous les deux, les 4 ou 5 ans que j'ai passé au regroupement des éditeurs. Et donc,
un beau jour, on était en réunion quelque part, et Yvon Mallette m'a dit, au fait, toi, est-ce que ça pourrait t'intéresser de prendre la direction d'une maison d'édition? J'ai dit, bah oui, peut-être, mais pourquoi la question? Ben, il dit, bah, je commence à me faire à vieillir un peu, il faut savoir partir, disait-il déjà à ce moment-là. Et donc, il m'a en fait offert de prendre sa succession. Et j'avoue qu'après avoir passé comme 5 ans dans le milieu du livre à travers le RSF, j'étais quand même très intéressé par ce milieu-là. Et donc j'ai décidé de plonger, j'ai dit oui. Et j'avoue qu'au début, je me sentais peut-être un petit peu imposteur parce que j'arrivais quand même à un C'est certain vrai, je âge dans le comprends, métier, oui. alors qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui commencent beaucoup plus jeunes, évidemment, qui ont une formation littéraire. Moi, j'ai pas une formation littéraire, j'ai une formation plutôt en gestion. Donc au début, c'est quand même un plongeon, mais que j'ai beaucoup aimé. Et puis là, en 12 années, là, on a parlé un peu ben, que tu as travaillé, mais si on mentionnait quelques de tes réalisations, on pourrait mentionner entre autres la création, pardon, des collections qui sont porteuses de bonnes affaires comme les romans indociles, puis la collection aussi Oui, 14-18. Je pense que quand on l'a lancée, moi je pense que c'était en 2016, 2015, je sais plus, oui, un 14-18. dossier, je pense, c'est autour de 2015. La collection 14-18, c'est un petit peu plus ancien. Je pense en 2009-2010 qu'on l'a lancé. Mais effectivement, je pense que ce que j'ai pu peut-être ajouter à la maison fonctionnait déjà très bien quand j'ai pris la succession d'Yvon Mallette en 2009, mais la collection était quand même, ou la maison d'édition plutôt, était quand même branchée en grande partie sur le milieu universitaire, d'où provenait Yvon Mallette. Et donc, C'est ça. j'ai vraiment travaillé pour ouvrir la maison davantage sur le grand public. Et il y a deux collections, comme tu le mentionnais, qui ont vraiment favorisé ça. La première, c'est la collection 14-18, qui vise le public adolescent. Donc, Oui. on sentait qu'il y avait un besoin en Ontario, pour commencer, mais également ailleurs, pour une collection qui s'adresse vraiment au public adolescent, parce qu'il y a beaucoup de livres pour enfants, mais il y a moins d'offres pour les ados. On les appelle plus les enfants à ce moment-là, les ados de 15 ans et plus. Et donc, on a eu l'idée de créer cette collection. Et aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'on appelle en bon français un success story parce que on est rendu à près de 40 titres. On a vraiment une variété de genres, des romans policiers, des romans d'aventure, des romans de science-fiction. Là, on en publie deux très bientôt. Et donc, toute une offre qu'on peut présenter aux écoles en particulier. Et on a évidemment beaucoup d'enseignants qui nous suivent et qui s'intéressent à nos livres. Alors, En plus de ça, là, moi, l'autre volet aussi, où tu voulais parler des romans indociles? oui, oui, bah, parce que tu en parlais tantôt, mais effectivement, une autre collection qui est vraiment intéressante, c'est la collection Indocile, qui nous permet d'aller chercher des plus jeunes auteurs, je dirais, qui ont une écriture un peu plus actuelle, parfois un peu insolente, impertinente. Marc, c'est pas uniquement des jeunes auteurs, parce que je pense à un Indocile fameux qui est Pierre Pelletier, qui a publié dans la collection et qui lui est j'oserais pas dire un vieil Indocile, mais donc un rebelle de tous les temps. Mais donc c'est ça. Donc la collection Indocile nous a permis d'aller chercher aussi un autre auteur. Alors ça a été très très intéressant. Moi, ce que j'aime aussi, c'est que les éditions David, en 12 années, là, il a fallu se réinventer, ça, je suis sûre. Puis là, j'aime l'implication dans la communauté parce que quand on pense au concours Mordu des mots, c'est vraiment comme une ouverture de la maison d'édition au grand public, on va dire. Oui, alors ça c'est vraiment un autre volet qu'on a développé euh, avec l'équipe bien sûr. Là je pense particulièrement à Véronique qui depuis 7 ans, ça fait 7 ans que Véronique est aux éditions David, donc a vraiment embarqué dans ce projet. Et donc, on a lancé un concours d'abord pour ados qui s'appelait Mordu des mots, et ensuite on l'a transformé pour le diriger vers les adultes, et c'est devenu donc écrire pour se raconter. Et on a vraiment eu un grand succès avec cette idée-là, et ça nous a permis d'aller chercher tout un public qu'on n'avait peut-être pas l'habitude de rejoindre Peut-être pas. Oui, oui, antérieurement. oui, oui. Euh, donc, d'abord des gens qui aiment écrire, mais aussi des gens qui sont contents de lire des choses qui sont écrites par des gens de la communauté. Et donc, je dirais que les 4 éditions d'Écrit pour sa comté étaient vraiment des beaux succès. Et puis on a continué avec Racontez-nous Vanier, qui était également un très bel Oui. événement,
Et donc, on est venu d'ailleurs souvent te parler à ton micro, à ton émission, et également écrire Racontez-nous l'Est ontarien, qui est également un gros succès. Un gros succès et un autre gros succès qui s'en vient là, c'est Histoire d'immigration parce que je le vois maintenant partout sur la toile, les gens sont vraiment très intéressés par ça et ça rejoint, comme tu l'as mentionné, une autre partie de la communauté qui qu'on n'entend pas souvent. Exactement. Alors, après avoir justement exploré Vanier, l'Est ontarien, parce que l'idée de la collection, c'est quand même de rejoindre la communauté. Et c'est vrai que C'est ça. la présence des personnes issues de l'immigration est de plus en plus grande. Et par contre, elle n'est pas toujours bien documentée, ou on ne sait pas toujours très bien la place qu'on peut lui faire dans la vie culturelle, par exemple. Et donc, on a eu cette idée-là de concours qui s'adresse spécifiquement à la population donc immigrante ou issue de l'immigration, ou les nouveaux arrivants, enfin, et pour justement inviter toutes ces personnes-là à partager leurs histoires. Et on sait que les histoires d'immigration ne sont pas toujours des histoires faciles. Hein, Non. il y en a de plus ou moins dures, c'est ça, voilà. Euh, il y a plein de parcours, il y a aussi plein de formes d'immigration, il y a différents motifs qui mènent les gens à immigrer ici au Canada. Mais donc on s'est dit, voilà, ce serait vraiment un sujet qui serait porteur. Et donc ça, on a lancé ce concours Histoire d'immigration. D'ailleurs, c'est la dernière semaine. Je lance un appel aux personnes qui seraient encore intéressées, Je puisqu'on a dis encore jusqu'à la fin de oui. semaine pour soumettre un texte. Donc on espère en fait avoir le plus de participants possible. Et puis, bah, comme tu sais, on va ensuite avoir un comité de sélection qui va choisir les meilleurs textes et qui va donc nous permettre de publier un recueil qu'on prévoit lancer à la fin En septembre, au automne, je début crois. d'octobre prochain. Je ne serai plus là, malheureusement. Enfin, je serai plus en avant, mais je serai certainement dans la salle. Super, c'est ça qu'on veut, on veut entendre. Ton successeur, il prend ses fonctions le 1er juin et j'espère lui parler très bientôt. Il va nous rester 1 minute et 30 secondes. Ça sera Monsieur Frédéric Bisson. Je suppose que c'est C'est quelqu'un vraiment que tu as quelqu'un. déjà travaillé avec. Oui, oui, exactement. Donc, en fait, c'est un peu la même histoire qu'avec Yvon Mallette. C'est que j'ai été trésorier du RECEF, du REFC, maintenant, qui s'appelle maintenant le REFC, pendant que Frédéric Brisson était le directeur général. Donc, lui est directeur général du REFC depuis 5 ans. Mais c'est un homme c'est un littéraire. Il a mis sur pied pendant une formation en édition et en librairie à l'université de Sherbrooke. Donc, c'est quelqu'un qui est vraiment, qui a baigné dans les livres, mais qui a peut-être pas eu l'expérience concrète d'éditer, de publier. Donc je pense que ça va être pour lui une très belle aventure, mais je suis très confiant, je me sens très à l'aise de lui Ben, confier les clés de la maison. Ouais. super. Écoute, merci beaucoup Marc pour cette petite entrevue. On te souhaite bonne chance pour ta retraite et on espère te parler bientôt, peut-être d'autres sujets dans lesquels tu veux embarquer parce que je suis sûre que tu vas pas rester là à ne rien faire. Oui, c'est une semi-retraite, disons. Super. Ben, Alors, merci je te beaucoup à souhaite une toi, bonne Claude. journée. Au revoir. Oui, merci, au plaisir. Alors, pour vous autres à la maison, j'aimerais juste vous rappeler, comme il a mentionné, que le concours d'écriture Histoire d'immigration continue jusqu'au 30 avril. Donc, vous avez jusqu'à vendredi pour soumettre un texte. Moi, je me suis fait le plaisir de passer cette demi-heure avec vous. On sera de retour demain à partir de 11 heures et on va parler avec Doris Haddad de l'organisme ITAC. Elle nous parlera des programmes offerts aux femmes ingénieures en informatique. À demain à 11 heures. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. À la prochaine émission de Viens que je te raconte, c'est Madame Jacinthe Malbeuf qui nous amène se promener à Vanier.